La fabrique du crétin digital de Michel Desmurger. À l'heure de l'abondance numérique et du développement de l'intelligence artificielle, l'humanité est confrontée à un nouveau rapport de force qui voit l'esprit de la machine conquérir progressivement l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que l'esprit de la machine, en répondant désormais à presque toutes les questions que se pose l'esprit de l'homme, devient indispensable. Cet esprit semble illimité tant son accumulation de savoir humain est immense. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont eu accès aussi aisément à autant de connaissances. Et l'esprit de la machine, grâce à l'intelligence artificielle, est en passe de devenir une sorte d'oracle omniscient et universel. Pour un certain nombre d'êtres humains, cela suffira pour lui accorder un statut anthropologique, voire divin. L'auteur, Michel Desmurger, docteur en neurosciences, n'aborde pas de front cette problématique. Le lecteur pourra toutefois entendre écho de cette critique à travers un solide argumentaire qui met en évidence l'admiration, voire le fétichisme que les hommes accordent aux écrans. Ce livre est donc à mettre en relation avec celui de Bruno Patino, ici, qui est une excellente synthèse de l'influence du numérique sur les individus. Michel Desmurger, quant à lui, nous offre un ouvrage dense et précis, chargé de notes référençant les nombreuses études scientifiques qui prouvent que l'usage des écrans entraîne des effets délétères sur la santé, le comportement et l'intelligence. D'où cette sombre mécanique à fabriquer des crétins digitaux que produit ce que le pouvoir médiatique nomme la révolution numérique, laquelle apparaît clairement pour les économistes, les politiques et les journalistes comme un stade d'évolution avancée qui doit faire passer l'Homo sapiens sapiens à l'âge de la maturité. Cette nouvelle espèce, que l'auteur nomme Homo numericus, page 11, comporte une variante qui prend le vocable de digital native, page 9. C'est désormais un nouvel horizon qui se présente à l'Homo sapiens sapiens, qui pour s'adapter doit rapidement acquérir les réflexes de connexion et d'immersion sous peine de devenir un analphabète numérique. Tout va plus vite désormais. Les machines offrent des puissances de réalisation phénoménales, page 17, qui permettent à leurs utilisateurs de naviguer très rapidement dans cet immense espace virtuel qui se nomme le web. À ce propos, l'excellent ouvrage de Paul Virilio, ici, qui évoque avec brio l'influence de la célérité numérique sur le monde et notamment sur le monde économique, peut venir compléter l'analyse de Michel Desmurger et avertir le lecteur des dégâts qu'engendre, à l'échelle mondiale, l'utilisation systématique de cette technologie. Ce tsunami numérique, nous dit l'auteur, ouvre donc sur un nouveau monde, celui de l'Internet. Ce dernier couvre tous les continents jusque dans les villages les plus reculés d'Afrique, page 18, constituant ainsi un espace supplémentaire d'existentialité, une sorte de dimension parallèle où l'écran fait office de portail. Le numérique est une zone d'immatérialité immédiate qui plonge les utilisateurs dans une sorte d'expérience d'être spirituelle. Ce nouvel espace de liberté provient directement de cette liberté institutionnalisée dans cette partie du monde où le christianisme s'est développé. Bruno Patino, dans son ouvrage présent devant nous, relate les origines chrétiennes du web. Toutefois, dans cette phase de déchristianisation que nous vivons, les démocraties modernes et anciennement chrétiennes ont échoué à maintenir à leur plus haut niveau les libertés individuelles, faisant ainsi basculer les masses dans cette liberté numérique. Mais celle-ci masque bien souvent des effets négatifs que l'auteur recense et qui ne sont pas suffisamment dénoncés par les pouvoirs politiques, économiques et journalistiques. Aucun doute sérieux n'est suscité de leur part pour éveiller des principes de précaution. L'auteur stipule que plusieurs procès récents confirment qu'experts et journalistes tiennent une place centrale dans cette course au cynisme. Page 23. Cette fabrique du crétin digital commence donc avec l'idée selon laquelle les écrans ont des effets globalement positifs sur le développement de l'enfant. Ce qui est faux, nous dit l'auteur. Un nombre important d'études scientifiques démontrent le contraire. Page 37. Cette croyance dans les bienfaits du numérique est entretenue par le pouvoir médiatique qui maîtrise la fabrication du consentement. Une très grande partie de l'organisation médiatique est vouée à faire digérer aux spectateurs des idées toutes faites qui semblent vraies. Cette forme de pensée non difficultueuse, très confortable à relayer, puisque facile à retenir, assoupit l'esprit du spectateur et le prédispose à ne plus remettre en question l'information médiatique. Ainsi, les médias, sans se baser sur aucune étude scientifique sérieuse, ont relayé l'idée que les nouvelles générations habituées à l'usage du numérique étaient mieux disposées à apprendre. Page 39.
Cette idée est fausse, c'est une idée toute faite, une idée reçue qui est relayée pour encourager les nouvelles générations à se servir davantage des écrans. Plus les nouvelles générations s'habituent précocement au monde numérique, plus elles acquièrent des réflexes émotionnels et intellectuels normalisés. Le phénomène est parfois si marqué qu'il désagrège des territoires cérébraux de première importance comme la réflexion intellectuelle et le calcul mental. En somme, utiliser des écrans freine la coordination mentale avec le réel. Mais pas seulement. Ces nouvelles générations biberonnées aux écrans ne sont pas pour autant infaillibles dans ce domaine. Des rapports comme celui de la Commission européenne en 2014 relèvent de grosses lacunes dans la gestion des outils informatiques chez les étudiants, chez ceux qui sont supposés maîtriser les interfaces numériques, page 44. Mais ce n'est pas le pire, il est noté que malgré l'offre organisationnelle des outils de gestion informatique, les nouvelles générations peinent à traiter, trier, ordonner, évaluer et synthétiser les données qu'ils utilisent, page 45. Ce triste constat ne cache pas non plus le rapport croissant avec l'aspect ludique du numérique, à savoir le récréatif. Nos chers digital natifs s'amusent mieux qu'ils ne travaillent, page 46. En réalité, cette catégorie est élevée à utiliser le numérique en surface. Les applications sont conçues en prenant en compte l'impuissance intellectuelle de leurs utilisateurs. Il faut que cela soit le plus facile à utiliser, page 48. Mettant ainsi de côté l'effort, la concentration et la rigueur. L'utilisation prématurée de ces applications entraîne un ralentissement, voire un verrouillage progressif des aptitudes d'apprentissage des schémas de connaissances traditionnels. Écrire avec un stylo, par exemple, peut vite devenir un casse-tête. Il y a donc une amorce de rupture avec le réel, page 55. Les écrans adaptent seulement à une certaine idée du réel, mais pas au réel. La vraie vie, la chair du réel, nous dit l'auteur, pour les digital natives, ne peut plus vraiment être vécue. Elle devient rapidement insupportable. Le grand public ne réalise pas la puissance de manipulation des médias et des entreprises du numérique. Tout ce petit monde travaille à prolonger le temps passé devant les écrans, jusqu'à promouvoir via des experts complices l'usage de la télévision chez les enfants de moins de 2 ans, afin, et cela n'est pas dit, de développer une forme d'attachement à un écran lumineux. Page 88, page 89, page 93. Il est essentiel, nous dit Jean-Paul Briguelli, auteur du livre « La fabrique du crétin », autre ouvrage qui constate et explique le décervelage en cours, qu'on leur vende aux élèves et aux étudiants des smartphones et pas du savoir. Le droit à l'abrutissement est donc généralisé, et plus le conditionnement est précoce, moins l'individu résiste aux stimuli promotionnels relayés par les écrans. Page 93. Cette captation permet de monopoliser les premières sensations sensitives et affectives et de les lier durablement à l'enfance. Elles ne quitteront plus l'individu jusqu'à créer une marque nostalgique indélébile qui ressurgira plus tard sous la forme d'un regain d'intérêt pour les marques qu'il a affectionnées durant son enfance, le poussant ainsi à reconsommer les marchandises de son passé. Cette tactique de profitabilité commerciale s'articule et s'organise autour des produits dérivés, et les jeux vidéo représentent en la matière une manne considérable. À propos des jeux vidéo, l'auteur réévalue les soi-disant effets positifs liés à leur pratique. En 2018, l'OMS reconnaît l'addiction aux jeux vidéo comme un trouble mental. Page 120. Plusieurs études montrent qu'il n'y a pas de transfert significatif des compétences acquises durant les jeux vidéo vers les situations de la vraie vie. Page 108, page 113. Les écrans freinent le contact avec le réel, ils ralentissent l'assimilation au réel. Selon l'auteur, pour les enfants de moins de 6 ans, il ne faut pas du tout d'écran. La recommandation est claire, l'écran interfère avec l'esprit d'apprentissage au réel. L'idéal, c'est donc 0 écran, nous dit l'auteur. Et au-delà de 6 ans, pas plus de 60 minutes quotidiennes et quel que soit l'usage que l'on fait de l'écran. Page 214. L'usage du numérique s'opère au détriment d'autres occupations bien plus constructives et essentielles pour l'organisme en développement. Page 212. Plus les enfants et les adolescents octroient du temps au numérique, plus leurs résultats scolaires chutent. Et pour ceux parmi les plus connectés qui ont des résultats satisfaisants, ces résultats seraient meilleurs s'ils n'étaient pas autant connectés. Page 219, page 220. Des études montrent que plus le temps passé à jouer aux jeux vidéo est important, plus les notes chutent. Page 222, page 226. Plus spécifiquement, les smartphones dont la particularité est d'associer toutes les fonctions numériques récréatives impactent considérablement les résultats scolaires. Page 224. Le temps accaparé par ce petit appareil vampirise littéralement l'esprit et le détourne de l'attention nécessaire pour étudier. En somme, il parasite la concentration. Les nombreuses applications récréatives sont conçues de manière addictive et s'opposent à l'effort que requiert le travail intellectuel. Les parents confondent
bien trop souvent l'apprentissage du numérique avec l'apprentissage par le numérique. Page 230. Plus l'esprit s'en remet à la machine et plus il délègue le fait de réfléchir. Au bout du compte, le numérique sert plus qu'il n'aide, et à force de servir, il met en veille le cerveau, il atrophie la réflexion et les champs de la mémoire. L'individu, s'en remettant de plus en plus à la connaissance numérisée, abandonne petit à petit l'effort de retenue et le par cœur. Il est donc préférable, nous dit l'auteur, de s'en remettre au mode d'enseignement traditionnel qui affûte et pérennise la réflexion, le bon sens et l'esprit critique, lesquels sont essentiels pour s'intégrer correctement à la société civile. Page 235. Il est à noter que le milieu scolastique délaisse petit à petit les méthodes traditionnelles d'enseignement au profit de plateformes numériques d'intégration du savoir. Politiques comme enseignants trouvent que c'est une avancée majeure dans l'éducation, sauf que les exemples ne manquent pas pour contredire ces soi-disant bienfaits. Pour exemple, une grande université lyonnaise a dû adresser un message à ses étudiants afin qu'ils n'engorgent pas le réseau Wi-Fi interne avec des applications récréatives comme Facebook et Netflix. Page 239. Le numérique est désormais devenu une ressource palliative existentielle et le Wi-Fi sert principalement d'autoroute aux majors de la Silicon Valley. Au sein même des temples éducatifs, les étudiants n'usent pas des réseaux pour les études mais bel et bien pour les loisirs. Le Wi-Fi encourage donc l'accès à la distraction plutôt qu'à la réflexion. Page 240. Et même dans les classes et les amphithéâtres, pendant les cours, les étudiants s'adonnent au numérique récréatif, ce qui entraîne une baisse significative du niveau d'attention, de compréhension et de mémorisation des leçons. Page 240. De plus, précise l'auteur, le simple fait du smartphone posé sur la table, même inactif, suscite une captation de l'attention qui dérègle la performance cognitive. Page 241. Rien ne semble donc arrêter le développement du numérique, aucun garde-fou institutionnel ne vient stopper ce processus qui impacte les résultats des étudiants. Le raz-de-marée marketing a même convaincu politiques et parents d'accepter le tout numérique au sein du système scolaire. Page 243. Alors que dans un même temps, décideurs et capitaines d'industrie du numérique placent leur progéniture dans des établissements où s'exerce une éducation traditionnelle. Ces mêmes parents expliquent que la génération actuelle est bien plus bête que les précédentes du fait de cette démence digitale qui bousille les cerveaux. Page 18. Mais cette dialectique du numérique permet aux établissements scolaires de pallier le manque de professeurs qualifiés en recrutant des enseignants peu qualifiés et moins chers qui se contenteront d'orienter les élèves vers tel ou tel produit numérique didactique. Page 243. Ce qui entraîne des taux d'abandon qui dépassent les 90% aux examens des études les plus exigeantes. Page 247. Le numérique est donc un affaiblisseur de concentration et de motivation. C'est un dérivatif puissant qui pousse les élèves et les étudiants dans les bras de l'échec. La dictée est un curseur de cette dégradation de l'enseignement. En effet, l'auteur stipule qu'en 1987, ici, 59% des élèves de CM2 faisaient moins de 10 fautes et 13% en faisaient moins de 2. En 2015, 25% des élèves de CM2 faisaient moins de 10 fautes et seulement 2% en faisaient moins de 2. Sachant qu'entre ces deux années, la teneur de la dictée s'est considérablement simplifiée et appauvrie. Page 264. Cet effondrement de l'apprentissage de la langue a même été repéré par l'éditeur du fameux Club des 5 de la Bibliothèque Rose, qui a dû réécrire ces fameuses histoires en simplifiant la grammaire parce que ces petites têtes blondes du XXIe siècle sont incapables de comprendre ces petites histoires qui étaient bien comprises par celles qui ont grandi dans les années 1960-1970. Page 266. L'auteur précise que les écrans ne sont pas responsables intégralement des déficits que l'on vient d'évoquer, mais ils y participent de manière certaine et contribuent grandement à accroître les défaillances scolaires persistantes. Il est évident que plus l'enfant passe du temps avec ses écrans, moins il discute, moins il échange de mots, plus son temps de vocalisation diminue et plus il compromet le bon développement langagier qui est nécessaire pour s'intégrer socialement. Page 269. En somme, l'interaction humaine pour un enfant est beaucoup plus facilitatrice de savoir que l'interaction numérique. Le numérique affaiblit donc ce que l'auteur appelle l'édifice humain en développement, page 255. Dès la formation de l'esprit des enfants, le numérique altère la perception, la communication, l'entendement et le lien humain. Cette intrusion silencieuse qui ombrage le réel nuit au développement biologique de l'enfant qui, pour s'épanouir socialement, a besoin essentiellement des interactions et des sollicitations qui s'exercent dans son environnement. Le numérique le coupe de tout cela, il fait perdre du temps sur la route qui mène au réel. Plus d'écran, c'est moins d'échanges et de partage. La condition d'être devant l'écran est moins profitable
que la condition d'être dans le réel. L'écran est une puissance distractive phénoménale qui appâte le cerveau et détourne l'attention à l'autre. Il faut également aborder les effets des écrans sur le sommeil. En effet, une utilisation abusive réduit le temps de sommeil et entraîne des dérèglements biochimiques qui perturbent par la suite l'humeur. Un enfant mal reposé est sujet au stress, à l'irritabilité exagérée, à la colère et à toutes sortes de désordres émotionnels comme la dépression et les pensées suicidaires, page 297. L'auteur précise également qu'un enfant qui dort moins de 6 heures par jour est sujet à l'obésité. Sans compter les sollicitations que génèrent les smartphones sur les tables de nuit qui appâtent l'esprit durant le sommeil. Le sommeil, nous dit l'auteur, est la pierre angulaire de notre équilibre biologique. Il régule et apaise l'organisme des contraintes qu'il a subies durant la journée. Un corps bien reposé est un corps prêt à fonctionner correctement, ce qui est essentiel pour l'enfant dont le corps et le cerveau sont en plein développement. Page 300. Hélas, une idée tenace affirme que la télévision dans la chambre favorise l'endormissement. Page 304. Cette idée, qui est une croyance, est absolument non fondée. En réalité, l'écran ne fait qu'accompagner l'endormissement naturel et bien souvent l'individu ne repère pas que l'écran a retardé sa plongée dans le sommeil. Et si l'on ajoute à cette captation de l'écran le nombre de programmes télévisuels qui sont saturés d'images imprégnées de pornographie, de violence, de meurtre, de tabagisme et d'alcool, on obtient une introjection malsaine qui gangrène petit à petit l'équilibre émotionnel du spectateur. Bien entendu, tous ces vices sont associés à toutes sortes de traits enviables, de stéréotypes corporels décontractés et rebelles en situation de réussite. Page 332. Le pouvoir, l'argent, la virilité sont donc associés aux vices et ils deviennent pour les enfants et les adolescents rivés à leurs écrans d'importants prescripteurs de normes, ce qui active l'envie et le passage à l'acte et renforce par la même occasion l'addiction avec l'assouvissement. Page 324. Les parents sont souvent les premiers relais transmetteurs de cette idéologie du numérique. Ils encouragent leur progéniture à user des écrans parce que dans la société, au travail, dans les commerces, dans les transports, tout est organisé autour du numérique. Comme tout semble aller dans ce sens, ils ne résistent pas à cette marche du progrès technique et facilitent l'intégration de leurs enfants à ce nouveau modèle de société. Bien entendu, ce nouvel universalisme fabrique de gros utilisateurs d'abstraction récréative tout en affaiblissant le processus d'élévation anthropologique en coinçant massivement les humains derrière un écran. Les nouvelles générations que l'auteur surnomme les digital natives ne voient plus le monde comme les générations précédentes. Les écrans sont des traducteurs de la vie réelle. Elles ne voient que par eux. Ces digital natives cherchent systématiquement, à travers le processus de connexion au web, les réponses à leurs problématiques du moment, oubliant que leurs choix sont orientés par des algorithmes qui visent, en stimulant la curiosité, à prolonger le temps passé devant l'écran. Ils privilégient donc le rapport à la machine plutôt qu'à l'être humain. Le rapport au réel change et la multiplication des écrans favorise la déconnexion avec la réalité et qui, petit à petit, instruit le cerveau d'une idée de la réalité que les codes du spectacle pétrissent en fonction des modes et des goûts du moment. En mettant à disposition de multiples spectacles du réel qui tour à tour subjuguent et fascinent, le numérique agit comme un facilitateur de rêves. À ce propos, on commence à voir un certain nombre d'acteurs du numérique s'engouffrer dans cette politique du tout virtuel. Mark Zuckerberg, avec son métaverse, qui se définit comme un univers parallèle fait de mondes virtuels, prépare ce monde de demain où les êtres humains seront perpétuellement connectés. Des entreprises comme Microsoft investissent également dans ce concept qui demain remplacera le réel pour des millions de foyers et qui pousseront des millions d'enfants dans une virtualité confortable propice à remplacer le réel. Cette marche vers le non-réel, qui deviendra le nouveau réel pour ses adeptes, créera une nouvelle humanité avec sa propre religion qui aura pour paradis un jardin d'Éden numérique.